pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rejeté la demande d'adhésion immédiate de l'Ukraine à l'OTAN. Jeudi, M. Scholz a déclaré qu'un pays en guerre ne pouvait pas devenir membre de l'OTAN. Il a également insisté sur le fait que le conflit ne devait pas se transformer en une guerre directe entre la Russie et l'OTAN. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d'adhérer à l'OTAN lors de la présentation de son plan de victoire aux alliés occidentaux ce mois-ci. Il a par ailleurs exhorté l'Occident à lever les restrictions sur l'utilisation des armes à longue portée fournies à l'Ukraine. Cependant, aucune de ces demandes n'a jusqu'à présent recueilli le soutien unanime des alliés. À présent, donc, notre bulletin d'information en Ukraine au 5 novembre 2024. Les États-Unis ont annoncé un nouveau programme d'aide de 425 millions de dollars, avec des fournitures d'équipements pour la défense aérienne, comme des Stinger ou des munitions pour NASAMS, des obus d'artillerie, des munitions pour HIMARS, plus de 200 blindés Stryker. Aujourd'hui, c'est le jour de l'élection présidentielle aux États-Unis, qui pourrait avoir des répercussions sur le conflit en Ukraine, suivant le vainqueur. Comment mettre fin à une guerre avec un régime qui, après avoir violé ses engagements internationaux, passe son temps à faire le tour des capitales occidentales pour quémander de l'argent et des armes? On a pour le moins un doute quant à la volonté de ce régime de vouloir mettre un terme à la guerre quand Zelensky se rend, je veux dire, de New York à Londres, de Londres à Paris, pour à chaque fois aller demander plus d'armes, plus de fonds, etc., etc. La deuxième raison, c'est que les dirigeants occidentaux font perdurer la guerre avec l'espoir que l'armée ukrainienne va l'emporter sur le terrain des opérations militaires pour pouvoir attaquer après la Fédération de Russie. C'est un peu naïf à mon avis et c'est surtout prétentieux, mais Washington et l'Union européenne n'ont plus d'autre choix que la guerre. Parce que la question qui leur est posée, c'est de sauver leur système, de sauver le capitalisme qui est aujourd'hui dans une crise profonde. Celui-ci, c'est-à-dire c'est la caste des milliardaires qui s'enrichit de l'exploitation des richesses des peuples, a besoin de la guerre pour survivre. Les sociétés transnationales des États-Unis, qui sont les piliers du capitalisme, doivent gagner ce que leurs dirigeants appellent de nouveaux territoires économiques pour assurer leur hégémonie. La question qui est posée pour eux, parce qu'il faut quand même voir que les États-Unis sont aujourd'hui dans une situation catastrophique, avec une dette totale à l'heure où nous parlons de 103 000 milliards de dollars qu'ils ne peuvent plus rembourser. Et Washington, les milieux impérialistes de Washington, représentés actuellement par le Parti démocrate, s'engagent dans une véritable fuite en avant en pensant ainsi pouvoir imposer son hégémonie sur l'Europe et tout particulièrement sur le versant ouest avec l'Union européenne qu'ils ont concocté. Mais ça, nous y reviendrons. Alors, donc en résumé, l'armée ukrainienne fait actuellement face à la plus importante offensive russe dans le Donbass depuis le début de la guerre et elle y perd régulièrement du terrain. Les Russes ont repris du terrain sur Koursk et ils continuent leur avancée donc sur Donetsk. Et chose nouvelle, ils ont également gagné du terrain sur le front de Zaporizhia et plus précisément dans le secteur de Robotyne. Alors attention, en ligne est apparu un passeport nord-coréen à côté d'un prétendu soldat tué au combat. Attention, cette photo est une fausse. Du côté des Ukrainiens, ils affirment que les soldats nord-coréens sont bien présents dans la région de Koursk. Mais actuellement, et à mon niveau, je n'ai trouvé aucune confirmation visuelle de cette information. Les premières chutes de neige sont apparues en Ukraine. Justement, préciser que l'Ukraine dispose de ressources minières et fossiles dans son sous-sol absolument extraordinaire, comme en mer Noire également. Tout à fait. Et puis, avec la volonté aussi justement, c'est la volonté, parce que derrière le politique, il y a surtout l'oligarchie financière au niveau international qui se partagent les marchés. Ils sont d'accord entre eux pour mener la guerre, mais ils sont aussi concurrents entre eux. Du reste, il y a une chose qu'il faut voir quand même aujourd'hui, c'est que nous sommes entrés depuis les années 95 dans une nouvelle phase, 90-95, c'est-à-dire que les guerres qui sont menées par les États-Unis, elles sont multiples. Elles sont militaires, mais elles sont aussi financières, économiques, diplomatiques, médiatiques et culturelles.
Alors ça, cet aspect, j'y reviendrai dans un autre livre que je vais publier au mois de janvier prochain avec mon ami Claude Janvier, qui aura pour titre L'abandon français, sur la manière dont les sociétés transnationales des États-Unis, les grandes sociétés transnationales, modifient nos comportements quotidiens de manière à nous amener à adopter leurs normes, adopter la langue, adopter leur culture, wokisme, etc. Et toutes ces pratiques qui font qu'au bout d'un moment, vous remplacez le citoyen responsable par un sujet docile. Et pourquoi est-ce que cette guerre perdure? Parce qu'en faisant perdurer justement cette guerre en Ukraine, cette guerre contre la Fédération de Russie, les milieux impérialistes de Washington pensent faire plus facilement main basse sur l'économie ukrainienne. C'est ce qu'ils ont déjà fait dans plusieurs pays, comme ceux de l'ancienne Fédération yougoslave. Gulliver, alors que l'Ukraine s'apprête à vivre son 3e hiver dans la guerre, c'est tout un pays qui a les yeux rivés sur ce qui va se jouer aux États-Unis dans les heures qui viennent. Oui, absolument, un peu comme partout dans le monde, je suppose. Mais vous savez, si au début de cette année, le sentiment généralisé en Ukraine, au moment où les républicains proches de Trump bloquaient l'aide à l'Ukraine au Congrès, c'était que si Trump gagnait cette élection, ce serait vraiment catastrophique pour l'Ukraine. Aujourd'hui, j'ai l'impression que de plus en plus de gens ont l'impression que la situation sera catastrophique quoi qu'il arrive, puisque le mieux qu'on puisse réalistiquement espérer d'une victoire de Kamala Harris, c'est probablement une continuation de la politique de Joe Biden en matière de soutien à l'Ukraine, et le sentiment montre que cela serait peut-être pas assez. Comme on vient d'entendre, l'armée ukrainienne continue de perdre du terrain dans l'Est. Les Russes ont vraiment l'avantage. Les Ukrainiens ont de terribles problèmes de personnel. Quant à Donald Trump, bien sûr, il y a des voix en Ukraine qui sont convaincus que Donald Trump joue pour Poutine, si vous voulez, qu'il est proche de Poutine, s'il n'est pas en coopération concrète avec Poutine, il est tellement stupide que Poutine pourra facilement le manipuler. Mais il y a d'autres qui disent qu'en fait, il n'y a pas vraiment de contact avéré avec Vladimir Poutine. Donald Trump dit qu'il peut arrêter cette guerre en 24 heures, mais en fait, il dit juste ce qu'il a envie de dire pour sa campagne électorale et il n'a pas vraiment de plan, et que si il essaye de lancer des négociations pour mettre fin à cette guerre et qu'il se rend compte que Poutine, qui a le sentiment d'avoir le vent en poupe, ne veut pas entendre parler de négociations, de geler le conflit, mais qu'il veut continuer d'avancer en espérant un effondrement de l'Ukraine. Alors là, à ce moment-là, Donald Trump pourrait comprendre que ce serait humiliant et très dangereux pour les États-Unis aussi, et assez rapidement changer de position. Ça, c'est l'espoir qui existe. C'est peut-être l'espoir qui naît du désespoir, mais je l'entends de plus en plus souvent ce genre de théorie s'exprimer dans les médias ukrainiens. S'il n'y a pas cette volonté, en effet, de rassembler nos forces, de discuter entre pays européens, de créer des champions de la défense européens face à une industrie de défense américaine qui est largement gagnante dans ce conflit entre la Russie et l'Ukraine. Aujourd'hui, les pays européens achètent de l'armement aux États-Unis plus qu'ils n'en achètent en Europe. Et également un peu en Corée du Sud. Ça n'est pas normal. C'est-à-dire qu'en fait, il faut donner une préférence à l'industrie de défense européenne. Et on a en Europe tous les talents. On a d'excellentes industries. Je vais ce matin à Euronaval voir effectivement nos industriels de défense. J'ai rencontré les grands, que ce soit Thales, que ce soit MBDA, que ce soit KNDS, Nexter, que ce soit Dassault, etc. Justement pour discuter avec eux et voir ce qu'il est possible de faire en termes, de dialogue avec d'autres industriels de défense européens pour créer des champions européens. Oui, il serait temps que les Allemands achètent effectivement français, notamment sur l'industrie par exemple, qu'américains. Oui, alors pas que les Allemands, les Polonais ont transformé, ils ont donné leur vieux matériel aux Ukrainiens et ils ont acheté américain. Oui. Et beaucoup de pays européens font ça, malheureusement. J'ai rencontré John Perkins, qui est un économiste, qui est un ancien assassin, un assassin, ce qu'on appelle un assassin économique. Ce sont des gens qui travaillent aux États-Unis pour des cabinets conseils, des grandes sociétés transnationales, et qui ont en charge de déstabiliser des entreprises ou de déstabiliser des régions ou des États pour s'approprier ces entreprises, ces régions ou ces États. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Perkins, quand j'en discute avec lui, me dit: Jean-Loup, il y a quelque chose qu'il faut absolument que tu dises, parce qu'ici aux États-Unis, c'est pareil, c'est comme chez toi en Europe, les gens croient que c'est de l'argent qui est donné par le gouvernement des États-Unis et par l'Union européenne à l'Ukraine
pour défendre la liberté, pour défendre la démocratie, les valeurs occidentales, etc. Mais il me dit, c'est pas du tout ça. Il faut bien que tu dises que ce sont des prêts. Et effectivement, j'avais déjà travaillé là-dessus dans le passé. Quand vous avez un conflit comme ça, l'essentiel dans ce conflit pour l'oligarchie financière, c'est la dette que vous fabriquez à un État. Les ventes d'armes, tout ça, à la limite, c'est du business, d'accord, sont des affaires, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de fabriquer à l'État une dette et de faire perdurer cette dette jusqu'au moment où il ne pourra plus la rembourser pour intervenir en disant bah, « nous pouvons vous aider si vous ne pouvez pas rembourser la dette, on va se récupérer sur la bête ». Entre guillemets. Vous parlez beaucoup de BlackRock et de la Rothschild, en l'occurrence. Voilà, par exemple. Mais il y a d'autres sociétés qui sont déjà en place en Ukraine pour s'accaparer, notamment, vous parliez tout à l'heure du secteur minier, mais sur l'Ukraine, toute la partie ouest de l'Ukraine, ce sont aussi les terres arables. Vous avez des sociétés qui sont déjà présentes sur place, comme Monsanto, DuPont de Nemours, Cargill et autres, qui se sont accaparés des millions d'hectares de terres arables, notamment pour essayer de lancer sur l'Europe plus tard les OGM. Donc, c'est tout ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui fait son chemin petit à petit, dont les médias ne parlent pas parce que ça touche la finance. Et quand vous savez à qui appartiennent les médias, vous allez vite comprendre, vous vous doutez bien de ce que je veux dire. C'est-à-dire que vous avez, pour vous situer de ce qui va se passer maintenant sur l'Ukraine, vous avez, il y a un an, un rapport qui a été fait par l'agence économique Bloomberg, qui a mis les choses au point sur cette question des prêts. Ils ont dit, c'était très clair pour les analyses de Bloomberg. Premièrement, le défaut de paiement de l'Ukraine est inévitable et les détenteurs de crédit en sont parfaitement conscients. Les détenteurs de crédit, Washington, l'Union européenne et principalement la France au sein de l'Union européenne. Deuxièmement, le défaut s'accompagnera d'une restructuration à des conditions dures et défavorables à l'Ukraine. Et qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps où Bloomberg faisait ce rapport? Bien avant même déjà. Alors ça, c'est quelque chose que déjà j'expliquais dans Les Destructeurs et dans Bilan Noir qui ont été publiés par les éditions Jean-Cyril Godefroy. Depuis le mois de juillet 2016, vous avez la banque Rothschild et compagnie qui appartient à la nébuleuse du groupe Rothschild, qui s'affiche ouvertement, alors discrètement bien sûr, au cœur du dispositif d'accaparement de l'économie ukrainienne en organisant des conférences dans toutes les capitales. Alors, d'année en année, depuis 2016, ils changent selon les années de capitale. Un jour, c'est Londres, un jour, c'est une autre Lisbonne, etc. Et ces conférences, elles sont nommées Ukraine Recovery Conference, URC. Elles se déroulent régulièrement au mois de juillet avec des représentants des États, avec des représentants de sociétés d'investissement et des représentants de grandes sociétés transnationales. L'Allemagne et le Royaume-Uni ont signé à la fin du mois d'octobre un important traité de défense qui renforce la coopération des deux pays dans les domaines terrestres, maritimes et aériens, ainsi que les capacités de frappe de précision. L'accord de Trinity House prévoit que les armées allemandes et britanniques s'entraîneront plus souvent ensemble dans les pays baltes afin de renforcer le flanc oriental de l'OTAN. It certainly is another step in order to strengthen the European pillar in NATO. Other steps have been, for example, the European long-range strike approach, which focuses on developing and acquiring together in a sort of European context long-range missiles that have become much more vital to the defense, also the sort of air defense bit of European nations in the wake of and also the context of Russia's renewed attack on Ukraine. Selon Aileen Matley, cet accord est un signal politique important. I don't think that this agreement alone will be the silver bullet saving and helping Europeans to contribute much more to their own defense and to take care of their own defense. But I think it certainly is a very important step in political terms, because it sends a message both to sort of domestic audiences, but even more importantly to other Europeans and also to the US audience. Ce traité doit encore être entériné par les deux pays. So the only thing I think is important also to bear in mind in this context is that this agreement is not legally binding yet.
In order to make it legally binding, both countries are or have announced to come up with an actual treaty that will then be signed by both heads of state, by German Chancellor Scholz and by Prime Minister Keir Starmer, which, as far as I know, is supposed to be drawn up earlier next year. As this happens in every election, it's commonplace. This new pact symbolises a new chapter in European security. Whatever the outcome in the US election, a stronger, more self-reliant Europe is a necessity. Et oui, 24 heures à se demander qui de Kamala ou de Donald va faire semblant de gouverner un pays qui a l'arme nucléaire et qui, depuis des dizaines d'années, eh bien, utilise sa puissance militaire pour déstabiliser de nombreux pays partout dans le monde et récupérer le gaz, le pétrole et toutes les ressources qui sont récupérables au nom, bien sûr, des libertés et de la démocratie. The U.S. Supreme Court just got involved in making sure the election is fair. Along straight ideological lines, the High Court has just cleared the way for Virginia to remove non-citizens from its voting rolls, basically upholding Virginia's election laws. The state of Virginia was adamant these were individual non-citizens. Remember, it's illegal for a non-citizen to register and say they're a citizen. It's also illegal for a non-citizen to vote. And they should expect, if they do vote illegally, they will be prosecuted. On a le sentiment que, pas seulement les États-Unis, mais le monde entier a cessé de respirer en attendant cette échéance. Évidemment que, quoi qu'on puisse dire du côté de Moscou, de Pékin, du BRICS, le prestige des États-Unis, l'emprise culturelle, l'emprise psychique des États-Unis sur la planète, sur la population du monde, va bien au-delà du poids même stratégique, militaire, financier des États-Unis qui demeure considérable, mais bien au-delà de ce poids, il y a cette possession de tous les esprits, de toutes les âmes par les destinées de l'Amérique. Nous sommes au chevet de l'Amérique comme si c'était notre plus proche parent. Et à tel point, en particulier en Europe, que nous en oublions nos propres soucis, nous en oublions nos propres intérêts, nous en oublions nos propres spécificités, nous en oublions à peu près tout. Nous sommes de fait un 51e, 52e État ou sous-État des États-Unis et nous n'avons même pas le droit de participer à cette élection. Plus de 8 millions de Floridiens ont déjà exercé leur droit de vote, ce qui représente plus de la moitié de l'électorat de l'État. Cette évolution s'inscrit dans une tendance nationale où le vote anticipé et le vote par correspondance sont devenus de plus en plus populaires, établissant une nouvelle norme dans la politique américaine. En Floride, les républicains ont fait bonne figure en déposant 1 million de bulletins de vote de plus que leurs voisins démocrates. De nombreux électeurs déposent leurs bulletins de vote par correspondance dans des lieux tels que le département des élections de Miami-Dade, où ils peuvent le faire jusqu'à l'heure de fermeture le jour de l'élection. L'amendement 4, qui vise à inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution de l'État de Floride, est l'un des points importants du scrutin. Cet amendement garantirait un droit constitutionnel à l'avortement avant la viabilité ou lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé de la patiente. Actuellement, l'interdiction de l'avortement après 6 semaines est en vigueur en Floride, une loi promulguée après l'annulation de l'arrêt Roe v. Wade. Le gouverneur républicain Ron DeSantis et l'ancien président Donald Trump se sont tous deux publiquement opposés à cet amendement, arguant qu'il pourrait conduire à des interprétations extrêmes et à des avortements tardifs. Les partisans de l'amendement soutiennent qu'il rétablirait des protections essentielles et maintiendrait les décisions en matière de santé génésique entre les patients et leurs médecins. Tandis que l'interdiction actuelle comprend des exceptions pour le viol et l'inceste, elle nécessite une documentation légale, ce qui peut être difficile à produire, car la recherche montre qu'un pourcentage important d'agressions sexuelles ne sont pas signalées. Dans une perspective plus large, les électeurs de 10 États, dont des États clés comme l'Arizona et le Nevada, se prononceront également sur des amendements relatifs à l'avortement. Les démocrates espèrent que le soutien au droit à l'avortement se traduira par des victoires électorales, tandis qu'à l'approche du jour de l'élection, les républicains se sont activement employés à contester ces propositions. On ne peut que reconnaître que Kamala Harris, d'abord, est une candidature de substitution à un Joe Biden sénile, empêché, on va dire, révélé par ce débat de juin face à Donald Trump, où tout le monde s'est dit ce n'est plus possible que ce soit le candidat démocrate. Ce qui est d'ailleurs le plus gros scandale, à mon sens, des 2 dernières années, c'est qu'un certain nombre d'hommes politiques aux États-Unis
Et à l'étranger, y compris Emmanuel Macron, on continuait à faire croire à tout le monde que Joe Biden était parfaitement maître de ses prérogatives. Qu'il était aux affaires, Macron, un mois avant, un mois ou 3 semaines avant le débat, ou même après le débat. Je crois après le débat, Macron disait encore, il est aux affaires, il a une expérience extraordinaire. Ouais, tout à fait. Donc, on était vraiment, voilà, on a menti, beaucoup de gens ont menti. Il y a une sorte de coalition qui s'est faite coalition du silence pour continuer à dire, finalement, on va laisser Joe Biden. Et puis, face à l'escogriffe Donald Trump avec ses excès, les Américains finiront par voter pour une continuité. On s'est imaginé qu'on pouvait continuer comme ça. En réalité, donc, ce débat de juin a été capital. C'était peut-être le tournant de la campagne. Il y en a eu plusieurs. Hein. Il y a eu les tentatives d'attentat contre Trump, il y a eu la nomination de Kamala Harris, la montée en puissance, la convention de Chicago. Ça a été vraiment une campagne feuilleton. Mais le plus important, c'est de considérer quoi ? C'est de considérer que la dynamique de campagne a toujours été du côté de Trump et qu'il a su proposer aux Américains, cette fois-ci, à la différence de la dernière fois, un véritable plan de bataille, des lignes tracées pour l'avenir avec, je répète, cette modernité où vous avez un Elon Musk qui est à la fois capable d'être à la tête du plus grand réseau social, de construire les premières voitures électriques et d'ambitionner d'envoyer l'être humain sur Mars. Là, vous êtes sur la technologie pure, vous êtes sur le génie américain, génie fortuné, génie milliardaire, mais vous êtes dans l'ère des grands entrepreneurs, des Carnegie, etc. Et l'Amérique aime ça, l'Amérique aime se savoir leader du monde dans le développement technologique. Et moi, je rappelle souvent que le précédent à avoir promis aux Américains, à les avoir fait rêver des étoiles, c'était John Fitzgerald Kennedy, qui, dès 1961, promettait aux Américains de les amener sur la Lune, promesse tenue, puisque pas de son vivant, puisqu'il a été assassiné avant. Et là, c'est un Elon Musk qui nous dit, moi, je vais vous amener sur Mars, et qui en fait la démonstration quelque part. Vous voyez Elon Musk, le milliardaire surpuissant, hyper influent, très très proche de Trump. Certains le surnomment, vous le disiez, le président de l'ombre ou le vrai vice-président. Musk, qui est aussi le patron de Twitter, autrement dit, il va peser très très lourd dans les prochaines heures. Très lourd. C'est l'homme le plus influent de cette élection. Et de loin, grâce à X, justement l'ex-Twitter, le réseau social qu'il possède et sur lequel il est l'émetteur le plus suivi au monde, 200 millions de followers. Alors qu'Obama, qui a longtemps été premier, n'est que le deuxième aujourd'hui avec 130 millions. Il va jouer un rôle considérable cette nuit même, au moment de l'annonce des résultats du vote, parce qu'on peut redouter que les résultats ne soient serrés dans plusieurs États. Bon, mais pourquoi peut-il jouer un rôle si important ? Vous savez, X, Twitter, n'est pas astreint aux mêmes règles que la presse. Musk veut donc donner libre cours à son trumpisme échevelé, à son conspirationnisme, en contestant les chiffres, en affirmant que tel ou tel résultat est manipulé, qu'il y a eu des fraudes. Avec le risque de déclencher des manifestations, analogues à l'attaque du Capitole, c'est quand l'ex-président avait perdu l'élection contre Biden il y a 4 ans. Il faut se souvenir que, justement, la presse, Fox News, la chaîne d'infos conservatrice, avait joué ce rôle en aiguillonnant les manifestants. Elle a depuis été, non pas condamnée, enfin, il y a eu une transaction, elle a payé plus de 700 millions d'euros, justement pour diffusion, pour avoir mis en cause les machines de vote. Parce qu'il est très actif sur le réseau social X. Incroyable. Sur les 2 premières semaines d'octobre, 1200 posts. Ah oui. Ah oui, quand même. Qui ont été vus des centaines de millions de fois et repostés 11 millions de fois. Contenu exclusivement politique, pour expliquer que les démocrates font rentrer des immigrés clandestins pour voter contre Trump, pour expliquer que l'élection sera manipulée de telle ou telle façon. Dans l'un de ses posts les plus vus, il affirmait que si Trump perd, ça sera la dernière élection aux États-Unis. 1200 posts en 2 semaines, c'est considérable. Comment on explique cet activisme de la part de Musk ? Ses convictions, c'est vrai qu'il est génial en matière de business, c'est le patron de Tesla, etc., de SpaceX, mais c'est un libertarien extrême, limite fêlé, qui a décidé de jeter tout son poids dans la bagarre. Il est motivé au point qu'il a organisé une loterie avec un prix d'1 million de dollars pour tous les votants inscrits dans l'un des États critiques pour le vote. Il a aussi donné quelques 130 millions de dollars
à la campagne de Trump. Bon, forcément, François, on se pose une question. Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt personnel derrière tout ça? Est-ce qu'il espère quelque chose, Elon Musk? Oui, bien sûr, il y a des aides pour le business derrière ça, c'est sûr, et en particulier pour SpaceX, le business du spatial, qui est très dépendant des commandes de l'État. Il veut lancer la conquête de Mars le plus tôt possible pour établir des colonies humaines. Il veut aussi inspirer l'action du président et couper, ça va intéresser Laurent Saint-Martin, 2000 milliards de dollars de dépenses de l'État. Ça serait l'équivalent de 250 milliards d'euros en France, notamment dans le domaine de la santé, pour réduire la dette publique, qui est en pleine expansion là-bas aussi. Selon certaines sources, il serait même nommé, en cas de victoire de Trump, patron d'un nouveau ministère de l'efficacité gouvernementale. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Évidemment, il y a ce qu'écrivent les médias de grand chemin, qui sont tous évidemment, chez nous, orientés de la même manière. Ils sont tous démocrates. Les médias sont devenus des porte-paroles du Parti démocrate américain, particulièrement en Europe, ce qui est cocasse. Mais pas seulement les médias, parce qu'évidemment, le matraquage médiatique a de l'impact, surtout quand il est répercuté par les politiques de chez nous, par les académies, le milieu universitaire, enfin tous les milieux. Alors ce matin, j'écoutais dans un autre lieu public, à la boulangerie simplement, au tea room, une conversation entre des Anglais de passage ou établis en Suisse, enfin des Anglais, qui étaient à la table d'à côté, que j'ai incidemment entendu parce qu'ils parlaient assez fort. Et c'était des braves gens. Alors vous savez, nous avons parlé quelquefois, nous avons écrit quelquefois au sujet de l'effondrement total de la Grande-Bretagne, de la société britannique, de la liquéfaction de ce pays, même au plan militaire, financier, industriel. Il est désindustrialisé, démographique, culturel. Et ces Anglais n'avaient pas de plus grand souci que de barrer la route à Donald Trump aux États-Unis. Aux États-Unis, évidemment avec l'idée qu'il y aurait, s'il passait, des répercussions terribles sur l'Europe et sur la Grande-Bretagne. Vous voyez où nous en sommes. Et ça en dit plus sur nous, au fond, que sur le théâtre électoral américain. Le scrutin s'annonce très serré. Les résultats de l'élection pourraient, que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, tarder à arriver. L'issue de ce scrutin, en tout cas, ne changera rien pour nous Français. Car si les drapeaux américains flottent plus que jamais dans les rues, le patriotisme affiché par les deux candidats, cela concerne avant tout l'économie. Et que ce soit Kamala Harris ou Donald Trump, la future politique américaine sera préjudiciable pour l'Europe. Donc, la France, Baptiste Morin, pour Europe 1. Oui, Donald Trump veut augmenter les taxes sur les produits importés. La mesure pénaliserait les exportations françaises vers les États-Unis, aéronautique, médicaments et boissons en tête, certes, mais elle toucherait aussi et avant tout le consommateur américain. Kamala Harris, elle, veut prolonger l'Inflation Reduction Act, un plan de subvention de plus de 350 milliards de dollars lancé par Joe Biden pour les industries d'avenir installées sur le sol américain. De quoi fragiliser plus sérieusement l'économie européenne, explique Stéphanie Villet, économiste chez PwC France. Cette mécanique qui vise à attirer en fait les entreprises françaises ou européennes, c'est un risque structurel parce que l'Europe risque de perdre un certain nombre d'entreprises qui viendraient en fait nourrir l'économie américaine. En plus des subventions, les usines américaines peuvent bénéficier d'un prix de l'énergie bien plus compétitif qu'en Europe, tout simplement car le pays est producteur de pétrole et de gaz. D'ailleurs, s'il y a bien un sujet sur lequel Kamala Harris et Donald Trump se rejoignent, c'est sur l'importance des énergies fossiles. On est dans une situation aux États-Unis qui est, à mon avis, complètement bloquée et qui rend l'issue de cette élection indifférente. Pourquoi ? Alors d'un côté, vous avez les bleus et de l'autre côté, vous avez les rouges. Les bleus, c'est le démocrate, plus les rhinos, c'est-à-dire les Republicans in name only, ceux qui ne sont que pseudo-républicains, donc qui sont alliés avec les démocrates contre la vague populiste trumpienne. Et les bleus ne peuvent pas accepter d'être gouvernés par Trump. Pourquoi ? Parce que quand vous avez passé votre temps ces derniers mois, et quand votre presse, celle qui incarne vos vues,
et qui est la presse la plus prestigieuse au monde, les journaux de référence, New York Times, Washington Post, Financial Times. Lorsque ces journaux ont qualifié l'autre candidat de Hitler, enfin de hybride entre Hitler, Mussolini, Staline et Poutine, comment voulez-vous que le camp bleu accepte d'être gouverné par un tel monstre? D'ailleurs, j'ai déjà lu, ici ou là, des appels au boycott, c'est-à-dire il est élu, et bien que les grands administrateurs refusent de lui obéir. Remarquez bien, la première fois qu'il a été élu, en 2016, Trump a déjà fait face à une désobéissance assez massive, même s'il n'était pas tout à fait visible, en particulier lorsqu'il a essayé de retirer ses troupes du Moyen-Orient. Mais passons, ça c'est d'un côté. De l'autre côté, vous avez les rouges, donc ceux qui portent la casquette MAGA, qui signifie, vous le savez, Make America Great Again. Alors certains diraient, le again de nouveau, faire l'Amérique grande de nouveau est de trop. Il faut déjà qu'elle devienne grande. Parce que, avec ces temps d'apocalypse, on voit que la grandeur américaine sur la scène internationale a été achetée au prix d'un certain nombre de vilainies, de grandes vilainies, de trahisons, de pillages, de faux accords diplomatiques, de violations du droit, etc., etc. Et de bombardements, n'en parlons même pas. Et puis il y a ceux qui disent, mais Make America, ça nous suffirait, MA. Mais enfin bref. Il y a ceux qui portent la casquette rouge et qui sont tous convaincus, à 90%, peut-être même plus, que les élections de 2020 ont été volées et que les démocrates s'apprêtent à voler les élections de 2024 également. D'ailleurs, il y a un fait qui semble aller dans ce sens. Alors, est-ce que c'est une coïncidence? Est-ce que c'est fait exprès? On ne sait pas, mais dans un des États, au Kentucky, il apparaît, je mets au conditionnel, mais il semblerait qu'effectivement, il soit impossible de choisir le candidat Trump lorsqu'on vote par ordinateur, online. On ne peut voter que pour Mme Harris. Ça leur donnerait raison. Mais je pense que même sans ça, tous les faits, tous les soupçons, toutes les rumeurs liées au dépouillement des votes, surtout si celui-ci s'éternise, comme on promet de le faire, vont alimenter l'idée que les élections sont de nouveau volées, et connaissant cette frange du public, en particulier aux États-Unis, qui en plus est extrêmement armée, ces gens-là vont se dire non, on ne nous l'a fait pas deux fois. Ils ont été écœurés par le traitement, les très lourdes peines de prison qui ont été infligées aux gens qui avaient envahi le Capitole le 6 janvier. Ils ont été écœurés par la manière dont le gouvernement en place les a traités. Et c'est pas une question partisane. Lorsqu'il y a eu ces catastrophes environnementales, comme East Palestine, je crois que c'est dans l'Ohio, cette pollution monstrueuse, due à un déraillement d'ailleurs, qui montre l'état terrifiant des infrastructures aux États-Unis, le gouvernement ne s'est pas occupé d'eux. Lorsque l'ouragan a déferlé sur eux, Milton, on a dit quoi? Vous aurez $700 et puis ensuite on va vous donner... Après, vous avez le droit de remplir des formulaires pour demander d'autres dédommagements, mais pour l'instant on vous donne $700. Lorsque le gouvernement vient d'octroyer 8 milliards à l'Ukraine, ça passe très mal. Mon article est consacré précisément au fait qu'on n'arrive plus à dialoguer. Et non pas seulement à dialoguer, mais on n'arrive même plus à reconnaître un être humain dans l'adversaire. Et j'ai pris pour base de mon raisonnement, pour point de départ de mon raisonnement, les commentaires, l'utilisation qui a été faite de la mort du cerveau du Hamas, Yahya Sinwar, il y a une dizaine ou une quinzaine de jours. Et la manière dont ça a été commenté en Israël et en Occident, et dans le reste du monde. Alors, il m'a paru qu'il n'y avait rien dans ces commentaires qui laissait la moindre porte ouverte
à une solution civilisée à ce conflit, d'un côté ou de l'autre, mais en particulier du côté de ceux qui tiennent le couteau par le manche. Et j'explique que si on en est arrivé là, c'est que on a oublié, dans les guerres, dans les relations humaines, dans les relations politiques, une vertu fondamentale qui fait partie des 10 commandements de l'humanité, où qu'elle soit, que vous soyez dans la Grèce antique, dans la Chine, que vous soyez dans le vieil empire russe. Il y avait une vertu dont le nom même échappe à la plupart des gens aujourd'hui et qui était nécessaire pour qu'après les conflits, après les massacres, après les exterminations, l'humanité puisse quand même continuer à vivre ensemble. C'est le sujet de mon article. Il est à la fois historique, il est philosophique, et il est alimenté par mon expérience personnelle, celle que j'ai vécue. J'ai été témoin et protagoniste au cours de la guerre d'Yougoslavie, mais également avec des exemples tirés de l'histoire du peuple dont je suis originaire, de l'histoire serbe. Il y a effectivement le recul américain, ça c'est une chose. Cela dit, rappelez-vous quand même que les Américains, s'ils ont participé aux 2 guerres mondiales du XXe siècle, c'est un peu forcé contraint. Ils étaient quand même isolationnistes. Il a fallu le Lusitania d'une part, et puis ensuite il a fallu Pearl Harbor pour qu'ils se décident, si vous voulez, à s'engager dans la guerre. Et encore une fois, même après Pearl Harbor, les Américains ont décidé à s'engager sur le théâtre européen. Ils étaient d'accord pour le Pacifique, mais il a fallu la force de conviction de Roosevelt pour qu'ils s'y engagent. Donc, après ça, effectivement, ils ont été pris d'une espèce d'ivresse interventionniste. On était dans le contexte de la guerre froide. Mais moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est la période qui va s'ouvrir avec la disparition de l'URSS. Pourquoi j'insiste sur cette période-là? Parce que tout le paradigme de l'Est-Ouest qui avait structuré toutes les explications géostratégiques depuis la fin de la guerre jusqu'à la disparition de l'URSS, c'était effectivement la bipolarité. Et à partir du moment où il n'y avait plus d'URSS, il n'y avait plus d'ennemis. Bon. Et là, les Occidentaux se sont pris d'une espèce d'hubris guerrière à vouloir absolument régler par des moyens militaires des crises dans lesquelles ils n'avaient plus d'enjeux stratégiques. Et c'est ça qui aujourd'hui est en crise. Bon. Regardez par exemple le cas de la Somalie, on est intervenu pour des raisons humanitaires, il n'y avait pas d'enjeu stratégique en Somalie. On racontait qu'il y avait des chefs de guerre qui pillaient l'aide internationale, mais en fait, dès que les Américains ont perdu 20 types quand un hélicoptère a été abattu, ils se sont retirés d'Afrique et ils ont dit, mais ils n'ont même pas informé qu'ils se retiraient. Hein. La mission française n'avait pas été informée que les Américains avaient décidé de partir. Et aujourd'hui, ils ont refusé de venir au Rwanda, ils ont refusé beaucoup d'interventions africaines. Donc, vous voyez, on est dans une situation dont la complexité est plus large que si vous voulez de questions. Où sont passés les néoconservateurs? Ils sont triomphants autour de Trump, quand même. Hein. Il faut quand même se rendre compte qu'une partie de son électorat, à côté des néo-évangéliques, ce sont les néoconservateurs. Alors, ces néoconservateurs se caractérisaient par le fait que leur réflexion stratégique est comment garder la suprématie américaine sur le monde. Bon. Par exemple, quand il y a eu la chute de l'URSS, rappelez-vous ces réflexions auxquelles tout le monde a adhéré, qui étaient la fin de l'histoire et puis le choc des civilisations. Le choc des civilisations, en particulier Huntington, partait du postulat que tous les pays occidentaux étaient des pays pacifiques et que tous les autres ne pouvaient être que des menaces. Bon. Quand on voit le nombre d'interventions militaires qu'on a fait, on peut effectivement douter de cette analyse. Et puis, la fin de l'histoire, ben, écoutez, quelle blague quand même, qu'un type ait pu écrire une bêtise pareille dans les années 90. Mais vous savez, le choc des civilisations a été traduit en 35 langues. Ça vous donne une idée de l'influence, si vous voulez, de cette pensée stratégique américaine, qui était encore une fois imprégnée de bonne conscience, puisque de toute façon, évidemment, le camp du mal avait disparu, donc il n'y avait que le camp du bien, et que le camp du bien ne pouvait faire que des actions qui étaient guidées par le bien. Ils avaient même inventé un concept extraordinaire qui s'appelait la guerre préventive, c'est-à-dire c'était la guerre pour éviter la guerre. Je n'insiste pas sur le caractère étonnant de cette formulation. Une première historique pour la Russie et l'Indonésie. Les exercices navals conjoints Oruda 2024 viennent de débuter à Surabaya. Ce rapprochement entre deux puissances aux intérêts stratégiques bien distincts intrigue et surprend, en particulier dans le contexte actuel de tensions en Asie-Pacifique. Pourquoi ces deux nations, issues de continents éloignés, choisissent-elles aujourd'hui d'unir leurs forces en mer? Quels enjeux géopolitiques se cachent derrière cette collaboration?
Les exercices, qui s'étendent sur 5 jours du 4 au 8 novembre, ont débuté par une cérémonie marquée par la présence de hauts responsables militaires indonésiens et du commandant russe de la flottille côtière de la flotte du Pacifique, le contre-amiral Alexei Sissuyev. Cet événement symbolique, organisé dans le port stratégique de Surabaya, met en lumière un changement d'orientation pour la diplomatie militaire indonésienne qui s'ouvre à de nouvelles alliances et collaborations. La Chine a rappelé que sa position concernant la question frontalière sino-indienne était cohérente et claire. Lors d'une conférence de presse, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a souligné que la question frontalière entre la Chine et l'Inde était un différend hérité de l'histoire. Il a déclaré que les deux pays devraient s'efforcer de trouver une solution juste, raisonnable et mutuellement acceptable par le biais de consultations pacifiques et amicales. M. Wang a également exprimé l'espoir de travailler avec la partie indienne afin de mettre en œuvre le consensus important atteint par les dirigeants des deux nations en vue de promouvoir le développement de relations bilatérales saines et stables. La mission chinoise Shenzhou 18 se prépare à revenir sur Terre après avoir achevé sa mission de 6 mois. L'équipage a organisé vendredi une cérémonie de transfert de la station spatiale Tiangong aux taïkonautes de Shenzhou 19 qui sont arrivés mercredi. L'équipage de Shenzhou 18 devrait arriver lundi sur le site d'atterrissage de Tongfeng dans la région de Mongolie intérieure dans le nord de la Chine. Il y a Taïwan, les États-Unis et la Chine. Vous voyez un peu où je veux en venir. Qu'en est-il de cette hégémone, enfin je ne sais pas si on dit hégémon ou hégémone, mais qu'en est-il de cette tentative justement que la Chine domine un peu cet espace-là, pas du côté du sous-continent bien sûr, mais de la Chine. Si vous vous mettez, c'est quand même ça doit être le réflexe du géopoliticien, si vous vous mettez dans les chaussures d'un Chinois ou d'un dirigeant chinois, il est évident que vous devez au maximum protéger vos approches, si j'ose dire, et élargir votre spectre de contrôle ou en tout cas de maîtrise au maximum de vos espaces. Bon, les Américains ne font pas autre chose. Hein. La doctrine Monroe, c'est quoi exactement? Bon, donc voilà. Donc, si on venait les embêter maintenant à 100 km de leur côte, je pense que ça se passerait très très mal. Oui. Donc, simplement, on s'est juste habitué en Occident à avoir un impérialisme naturel. Enfin, ça nous paraît légitime par essence. Hein. Bien sûr. Voilà. Nous, légitimement, par essence, on a le droit d'aller partout, on a le droit de tout contrôler, on a le droit de mettre des bateaux partout, on a le droit de... Bon. Mais les autres, non. Ouais. Donc, ça allait tant que les autres étaient faibles, évidemment. Proportionnellement, beaucoup plus faibles. Ouais. C'est juste fini. Donc, les Chinois, c'est assez logique. Je ne dis pas que c'est bien. Je dis que c'est assez logique. À Taïwan, bien sûr. Taïwan, ça va rester à la Chine. Je vais peut-être rendre malheureux... un tas de gens qui s'imaginent que Taïwan va revenir dans un giron occidental, etc. Mais d'abord... C'est pas réaliste. Fallait. C'est-à-dire le harcèlement à la fois commercial, économique, politique et même un peu militaire, le fait d'aller vendre des armes, etc., d'essayer de déstabiliser le pouvoir, tout ça... C'est vrai, c'est de l'ingérence. C'est de l'ingérence. Parce qu'ils considèrent, c'est pas une volonté politique. Les Chinois considèrent vraiment Taïwan étant comme peut-être la Corse, si j'exagère pas trop. Enfin, au moins la Corse, ouais. La Corse riche. Bien sûr. La Corse développée, la Corse bon. Donc non, mais ça c'est pour moi c'est pas discutable. Bien sûr. C'est-à-dire et ce qui est, je trouve. C'est notre politique occidentale. On ne sait faire que du bullying, justement, du harcèlement, de l'intimidation, voilà, on vient vous embêter sur tout, hein, les Ouïghours, les machins. Je ne dis pas une fois que ces causes ne méritent pas d'être défendues ou d'exister, mais à la fin, qu'est-ce qu'on va vouloir?
on va faire quoi à la fin? C'est juste faire monter la mauvaise ambiance? Ouais, la tension, c'est ça. Et puis, si la baffe part, au bout d'un moment, il ne faudra pas s'étonner, comme on dit un peu vulgairement. Et je pense qu'on est assez anthropocentré, on voit les choses du point de vue occidental, sauf que, comme vous le disiez, ils n'ont pas du tout les mêmes aphorismes, les mêmes manières de penser, ils ne réfléchissent pas à la même échelle. Et c'est un peu comme si on ne supportait pas de plus être les stars de la soirée ou ce genre de choses, oui. Pour la première fois depuis l'assassinat de Yahya Sinwar à Gaza, les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu ont repris entre Israël et le Hamas. L'accord pourrait comprendre un cessez-le-feu allant de 2 jours à 28 jours. Il pourrait également prévoir la libération d'otages israéliens encore retenus à Gaza, en échange de la libération de prisonniers palestiniens retenus en Israël. L'accord pourrait également comprendre l'ouverture de passages humanitaires afin de faciliter l'aide à Gaza. Les experts estiment qu'il y a peu de chances que les négociations aboutissent avant les présidentielles américaines prévues début novembre. En Israël, les familles des otages font pression en vue d'un accord, tandis que la frange la plus extrémiste du gouvernement refuse toujours de négocier avec le Hamas. Le Hamas, de son côté, serait disposé à accepter un cessez-le-feu, bien qu'il s'accroche toujours à des conditions qui seraient difficiles à accepter pour Israël, en demandant notamment le retrait total de l'armée israélienne de la bande de Gaza. Globalement, le Hamas n'a montré aucun signe qu'il était prêt à assouplir sa position lors des négociations. Khalil Hayya, en charge des négociations, a même rappelé que le mouvement était prêt à poursuivre le combat pendant des mois ou voire encore des années. En Cisjordanie occupée, non loin de Ramallah, dans la ville d'Al-Biré, des colons israéliens ont lancé une attaque dans la nuit de lundi à mardi. Les assaillants ont incendié des dizaines de véhicules appartenant aux Palestiniens. Selon un porte-parole de la police israélienne, une enquête a été ouverte. L'autorité palestinienne a appelé à des sanctions ciblant le système colonial dans son ensemble. Par ailleurs, des hauts responsables du ministère palestinien des Affaires étrangères ont condamné la rupture par Israël de l'accord avec l'Agence des Nations Unies qui fournit de l'aide à Gaza, en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. We are deeply concerned by this unlawful decision which revokes the privileges and immunities of UNRWA and terminates its operation in the occupied state of Palestine. We consider these laws as illegal, null and void. Selon Israël, l'agence onusienne serait infiltrée par des militants du Hamas, accusation que rejette l'UNRWA. Tout le monde parle aujourd'hui de cette affaire, de ce qui se passe au Moyen-Orient, le combat entre Israël et le Hamas, le combat entre Israël et le Hezbollah, enfin bref, tous les combats livrés actuellement par Israël. D'abord, première question, c'est est-ce que c'était prévisible? Est-ce qu'on pouvait imaginer qu'il allait se passer quelque chose comme ça ou alors simplement c'est un engrenage qui arrive à un moment où ça ne peut qu'exploser, où la marmite ne peut qu'exploser. On part du 7 octobre comme un moment qui va tout faire basculer, jusque et y compris les fondements moraux de l'ordre mondial tel qu'établi après 1945, où l'on a considéré, avec la création de l'Organisation des Nations Unies à San Francisco, que le génocide nazi était l'abomination et l'horreur absolue, que tout serait fait pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Entre autres choses, le plan de partage de la Palestine, qui va prévoir notamment, à l'automne 1947, un havre pour le foyer national juif qui aboutira à la création d'Israël en 1948. Je le rappelle, puisque ce n'est pas juste un point d'histoire, c'est l'objet aujourd'hui d'une polémique incessante que M. Netanyahou a fait à Emmanuel Macron, qui n'a fait que rappeler la chronologie. Alors après, on peut insister sur 48 ou 47, mais bien évidemment, la connaissance de l'histoire n'est pas complètement anodine. Ce génocide de nazis est aujourd'hui relativisé par tous ceux qui se réclament du Sud global et qui considèrent que le vrai génocide, c'est celui qu'Israël a effectué à Gaza contre les Palestiniens, avec les 42 000 probablement civils et militaires confondus, morts, dénombrés par le ministère de la Santé du Hamas, expression dans laquelle il y a le ministère de la Santé, mais il y a aussi du Hamas. L'Iran célèbre les 45 ans de la prise d'otage de l'ambassade des États-Unis. Dimanche à Téhéran, des milliers de personnes ont scandé « Mort à l'Amérique » et « Mort à Israël » devant l'ancienne chancellerie américaine. Et au nom de la cause palestinienne, les gardiens de la révolution promettent: nous finirons par les vaincre.
Ce sera la prochaine étape. Le 4 novembre 1979, après la chute du dernier Shah d'Iran, des étudiants partisans de la révolution islamique prennent d'assaut l'ambassade des États-Unis à Téhéran, accusés d'être un nid d'espions. Ils exigent l'extradition de Mohammad Reza Shah Pahlavi pour être jugé en Iran. La crise prend fin après 444 jours par la mort en Égypte du souverain déchu et la libération de 52 diplomates américains. L'édito international d'Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous revenez ce matin, Vincent, sur la crise au sein du gouvernement allemand. La coalition du chancelier Olaf Scholz tire à U et à Dia. On dirait qu'il n'y en a plus pour longtemps. Hein. Vous savez, il y a un mot allemand pour dire cette joie mauvaise qu'on peut éprouver au malheur de ses amis, la Schadenfreude. Les Français n'ont aucune raison objective de se réjouir des problèmes de leurs voisins. Ils risquent de traverser le Rhin. Mais on retient un sourire en coin devant cette cacophonie à Berlin. La France, avec son gouvernement d'Arlequin, sa majorité fragile et ses comptes fiévreux, n'est plus le seul homme malade de l'Europe. On est deux. Oui, on s'attend à ce que le chancelier pose la question de confiance. Ce qui reviendrait à une dissolution, une curiosité dans un pays qui privilégie par-dessus tout la stabilité. Surtout, si Donald Trump est réélu demain, on sait, l'Américain obnubilé par le déficit commercial entre les deux pays et répétant comme un poilu de 14-18, l'Allemagne paiera. Ce n'est donc pas le moment idéal pour lancer une campagne électorale. Il faudrait un gouvernement fort pour tenir tête à Washington, mais la majorité qui associe les sociodémocrates du SPD, leurs alliés habituels écolos et les libéraux, cette union contre nature est à bout de souffle au plus bas dans les sondages. Le ministre de l'économie est écologiste, celui des finances, Christian Lindner, est libéral, et c'est lui qui a mis le feu aux poudres au début du week-end en exigeant un tournant économique radical pour sortir de la récession avec un document d'une 20aine de pages réclamant une révision fondamentale des décisions politiques clés. Lesquelles? Eh bien, par exemple, le zèle pour la neutralité carbone et l'agenda écolo qui impose une surenchère ruineuse par rapport aux règles de l'Union européenne. Alors, l'opposition entre ces deux ministres-là n'est pas nouvelle. Hein. Mais elle atteint des sommets et le budget 2025 doit être bouclé dans les 10 jours. Berlin est donc le théâtre de scènes tragicomiques comme la semaine dernière avec un sommet organisé par le ministre de l'économie auquel étaient conviés ses collègues et à la même heure un autre sommet, un contre-sommet sur les mêmes thèmes avec le ministre des Finances. On aurait pu croire que la décision de Volkswagen de fermer une de ses usines en Allemagne allait créer un électrochoc et que le gouvernement serre les rangs. Eh bien, c'est le contraire qui se produit. Il n'y a aucun consensus possible, visiblement, entre ceux qui pensent qu'il faut plus d'intervention de l'État et de dépenses publiques, donc, pour relancer l'économie, et ceux qui estiment au contraire qu'il faut juguler la crise en montant sur les freins et tout de suite pour éviter la sortie de route. Depuis son origine, il y a 3 ans, la coalition est menacée d'éclatement. Maintenant, le divorce semble inéluctable. Alors, le calendrier électoral allemand, il prévoit des élections en septembre de l'année prochaine. Et elles seront sans doute anticipées au plus tôt dès le mois de mars. La locomotive économique de l'Europe, au-delà de tout ça, toutes les péripéties, on voit bien que cette locomotive est en panne. On peut y voir le signe avant-coureur du déclin de l'Union européenne. C'est ce que répète en ce moment la presse anglo-saxonne. Ça ne suscitera aucune retenue des Américains, ce serait même le contraire. Si c'est Donald Trump, il aime le sang. Et pour nous Français, il y a peut-être une consolation à l'idée qu'on a refilé le mistigris, le bonnet d'âne de la classe européenne à nos voisins, mais bien sûr c'est idiot, on a mais quand même les victoires qu'on peut. La Suède décide de retoquer 13 des 14 projets de parcs éoliens offshore prévus en mer Baltique et invoque des problèmes de sécurité. Seul le projet Poséidon, qui devrait compter 81 turbines maximum, a été approuvé. Regeringen har fattat beslut för 14 havsbaserade vindkraftparker. Poseidon, som ligger på västkusten utanför Stenungsund, får nu tillstånd att bygga ut en havsvindpark som kommer bidra med en elproduktion på 5,5 terawattimmar per år inom elprisområde 3. Och jag ska berätta mer om den parken strax. Regeringen har också beslutat att avslå 13 havsbaserade vindkraftparker i Östersjön med hänsyn till att en etablering av dessa skulle medföra en oacceptabel påverkan på försvarets intresse. D'après Stockholm, les parcs éoliens pourraient compromettre la détection et la neutralisation de missiles en cas de conflit, alors que le pays a rejoint l'OTAN en mars dernier. Les auditions des candidats au poste de commissaire européen ont commencé lundi à Bruxelles.
Les deux premiers candidats à se présenter devant les eurodéputés sont le vétéran Maroš Šefčovič, candidat au commerce et à la sécurité économique, et le plus jeune, Glen Mikalev, candidat à la justice intergénérationnelle. Le Slovaque Maroš Šefčovič, en poste depuis 2009, s'est prononcé contre les guerres commerciales et a fermement défendu sa position. Les affrontements commerciaux avec la Chine et l'accord du Mercosur ont été au cœur de cette réunion de 3 heures. And I will never sign off on a deal that is not in the EU's collective interest. C'était ensuite au tour du Maltais Glen Mikalev, qui, bien que critiqué pour son manque d'expérience, a semblé convaincre les eurodéputés. In all actions that we take, young people are underrepresented in politics, and they are less likely to vote. This can lead to policies that disregard their interests and concerns. This is why it is essential, it's essential to engage youth, to ensure fair political participation and representation. Les auditions de confirmation se termineront mardi prochain avec les candidats au poste de vice-président de la Commission européenne, tels que Kaja Kallas et Teresa Ribera. On va devoir payer 9 milliards d'euros de subventions aux éoliennes en mer, aux panneaux solaires. Combien ? 9 milliards. Pour 2025 seulement ? Pour 2025. 9 milliards. Oui, et c'est pour cette raison que le gouvernement avait besoin d'augmenter la TIFCE, la taxe sur la facture d'électricité, parce qu'il fallait financer ces 9 milliards. Et personne n'en parle. Et c'est là où c'est scandaleux. C'est-à-dire qu'on est en train d'alourdir la facture d'électricité des Français, qui ont un nucléaire qui faisait en sorte que la facture soit pas chère. Pourquoi ? Pour financer les subventions des exploitants éoliens et des panneaux solaires. 4 mineurs âgés de 16 et 17 ans ont été blessés lundi matin lors d'une violente attaque à la hache dans un RER près de Paris, selon des sources policières. L'une des victimes aurait eu la main coupée, une autre aurait été grièvement touchée à la tête. Les 2 autres victimes ne sont que légèrement blessées selon les autorités. Les causes de cette attaque sont encore inconnues, mais les inspecteurs privilégient la piste d'un règlement de compte entre bandes rivales. Ce qui est ahurissant, c'est que ça se passe à 8 h du matin. Jour de rentrée scolaire, puisqu'on vient de passer 15 jours de vacances, ça veut dire qu'ils s'étaient peut-être donné un rendez-vous là. Donc ce qui est vraiment ahurissant par rapport à ça, c'est que ça veut peut-être supposer qu'ils se rendaient au sein de leur établissement scolaire avec des armes. La SNCF a annoncé que le train était arrêté en gare d'Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne au moment de l'incident. Un dispositif de sécurité important a été déployé autour de la gare. Après l'attaque, le trafic a été légèrement perturbé sur la ligne E avant d'être rétabli vers 9 h ce matin. Et là, c'est beaucoup plus intéressant que la question, bien sûr, du choix crucial, à savoir qui de Kamala ou de Donald va diriger les États-Unis et l'Union européenne. Combien rapportent les PV et radars à l'État ? Attention, vous n'êtes pas prêts, je vais vous le lire. Franchement, vous n'êtes pas prêts. C'est quelque chose d'impressionnant. Dites un chiffre comme ça. Combien rapporte ? Alors je vais vous dire, c'est l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, l'ONISR, l'ONISR. Il y a 30 85 157 avis de contravention et délits qui ont été émis en 2023. Plus de 30 millions de PV, ok ? Combien ça rapporte à l'État français ce racket ? Oh, c'est la sécurité et tout ça. Allez, j'attends vos réponses. 1,9 milliard, 2 milliards, 3 milliards, 50 milliards. Où va le pognon ? Je vais vous le dire, où va le pognon, vous allez voir. C'est pas moi, c'est l'Ardennais qui a fait cette enquête avec les données de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière. Ça fait, il faut ajouter à ça, ça c'est les contraventions et délits, il faut ajouter à ça 13,6 millions de forfaits de post-stationnement, la petite amende dégueulasse, juste, il manquait juste 1 minute pour ordinateur impayé, ce ne sont plus des amendes, là ce sont directement du racket, ouvertement, ça fait 43 millions de prunes au total. Voilà, ça a rapporté 1,9 milliard d'euros à l'État en 2023. Donc il y a quelqu'un qui avait dit juste, bravo. Il faut savoir qu'il y a des sociétés privées maintenant effectivement qui s'occupent avec des voitures de foot, c'est FPS, c'est forfait post-stationnement, c'est vraiment du racket absolument
terrible, mais il faut savoir que voilà, ça rapporte 1,9 milliard d'euros à l'État, ça permet quand même de mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, 150 millions d'euros de plus qu'en 2022, voilà, donc c'est plutôt rentable. Le plus rentable, c'est les excès de vitesse, puisque ça fait 750 millions d'euros au total, avec des tarifs qui peuvent aller très, très élevés pour excès de vitesse. Et là, c'est dangereux, effectivement, l'excès de vitesse. Moi, ce qui m'énerve, c'est le radar sur les zones à 30 km/h, c'est le forfait post-stationnement qui est vraiment dégueulasse. C'est un paquet de trucs qui ressemblent plus à du racket qu'à de la sécurité. Et pour le budget, alors voilà, rien que les radars, c'est 955 millions d'euros. Donc c'est très très rentable. Les radars, on doit ça à Nicolas Sarkozy. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.